La vie de ma femme infidèle a été ruinée par une vengeance alpha ultime. J'ai fait un test ADN et l'ai poursuivie pour fraude à la paternité. Elle lui a donné son corps et a réduit mon cœur en cendres. L'atmosphère était étrangement chargée dès l'instant où j'ai franchi la porte. Pas exactement menaçante, juste inhabituelle. Je ne pouvais pas en cerner la raison, mais au fond de moi, je sentais que quoi que ce soit, ça ne resterait pas longtemps sous la surface. Il était à peine 17h un vendredi, et au lieu de jongler avec l'habituelle précipitation de fin de semaine dans mon garage, je me retrouvais à la maison plus tôt que prévu. C'est un événement rare. Je m'appelle Mark Ashworth, au cas où vous vous poseriez la question, créateur et propriétaire d'Ashworth Auto. J'ai les mains dans les moteurs depuis ma plus tendre enfance et j'en ai finalement fait une entreprise florissante. À l'âge de 20 ans, j'ai ouvert un atelier spécialisé dans les véhicules européens haut de gamme. La région ne manquait pas de voitures de luxe, mais un seul mécanicien à proximité s'en occupait, et leur prix était scandaleux. Repérant une niche sur le marché, j'ai élaboré une proposition convaincante et obtenu un financement de la banque. Mon grand-père a également mis la main à la poche, m'aidant à lancer l'entreprise. Très vite, des clients aisés ont commencé à affluer régulièrement. Finalement, beaucoup ont commencé à me demander de l'aide pour trouver des voitures adaptées à leurs adolescents dès qu'ils ont eu l'âge de conduire. J'ai donc étendu mes activités à la vente de voitures d'occasion et aux réparations de carrosseries sur mesure. Avançons jusqu'à aujourd'hui. J'ai 38 ans, je dirige les opérations sur 4 sites distincts, et la valeur de l'entreprise avoisine les 8 millions de dollars. Je ne peux pas me plaindre. L'aventure a été enrichissante. Pourtant, j'ai quitté le travail plus tôt aujourd'hui parce que ma femme, Anna, a dit que nous devions avoir une conversation. Son ton était inhabituellement lourd. Elle a maintenant 35 ans, et nous sommes ensemble depuis plus d'une décennie, 14 ans de mariage. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque son père, John, m'a demandé de l'aider à choisir un véhicule pour son 20e anniversaire. Dès l'instant où elle est arrivée pour le récupérer, le courant est passé immédiatement. Moins de 12 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous élevons 2 fils, James, 12 ans, et Martin, qui vient d'avoir 10 ans. Dès le début, John m'a soutenu. En tant qu'associé principal dans un grand cabinet comptable, il a été une source constante de sagesse commerciale et de conseils professionnels. Sa femme, Stéphanie, est une toute autre histoire. Elle ne m'a jamais approuvé, a toujours cru que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Elle me lance des insultes et rappelle constamment à Anna qu'elle aurait pu choisir quelqu'un de plus digne. Le frère d'Anna, Alex, évite complètement les relations sérieuses, tandis que sa sœur cadette, Suzanne, a épousé Barclay, un avocat arrogant qui se comporte comme s'il était le roi du prétoire. Stéphanie le traite comme un don divin. Il est arrivé quelque chose à Suzanne il y a des années, bien que personne n'en parle. Quoi qu'il en soit, cela a nécessité une intervention chirurgicale et elle ne peut plus avoir d'enfants. Cela fait de nos fils les seuls petits-enfants, et Stéphanie n'a jamais été ravie de ça. Suzanne souffre aussi. Les rappels constants de sa mère n'ont pas aidé. Anna s'inquiète pour sa petite sœur. J'ai suggéré un jour qu'ils envisagent l'adoption, mais Stéphanie a rapidement mis fin à cette idée. Elle a dit que ses petits-enfants devaient avoir un lien de sang. John a mentionné la gestation pour autrui, ce qui a suscité l'intérêt de Suzanne. J'ai expliqué les options de FIV, mais Stéphanie est devenue sur la défensive et a demandé qui fournirait les ovules. C'était il y a 3 mois, et depuis, le sujet refait surface toutes les 2 ou 3 semaines. Maintenant, à propos de cette étrange sensation que j'ai eue tout à l'heure. Anna a été distante dernièrement. Cette semaine en particulier, elle a été collée à son téléphone, envoyant des SMS constamment. Normalement, elle est transparente sur tout, mais maintenant, elle garde son écran hors de ma vue. Et notre connexion physique, elle est différente. Nous avons été intimes une fois, mais l'étincelle n'y était pas. Quelque chose avait changé. Notre maison est située sur un peu plus de 3 acres de terrain. Un terrain que mon grand-père m'a donné quand j'avais 11 ans. Nous avons construit la maison ici après notre mariage. L'ensemble de la propriété s'étendait sur près de 15 acres à l'époque où mon grand-père dirigeait son entreprise de paysagisme. Il en a laissé une partie, y compris la maison, à mon frère aîné, a vendu la majeure partie du reste, et a placé les bénéfices dans un fonds fiduciaire familial qui aide à payer l'éducation de nos enfants. Comme la maison est très en retrait de la route, il est facile de savoir quand quelque chose se passe. En arrivant dans l'allée et en voyant plusieurs voitures, dont celle de John et Stéphanie,
de Suzanne et Barclay, et quelques-unes que je ne reconnaissais pas, j'ai su que ce n'était pas juste une visite. Quelque chose se préparait, et ils allaient essayer de minimiser l'affaire. Je me suis garé et j'ai pris quelques secondes pour me préparer mentalement. Puis, je suis entré par le garage pour que personne ne m'entende. Je me suis arrêté dans la buanderie pour écouter. Les voix étaient étouffées, mais clairement en pleine conversation. Je porte toujours un petit enregistreur vocal dans ma poche, une chose que John m'a recommandé un jour pour les réunions d'affaires. Je l'ai allumé et l'ai laissé tourner. J'avais l'intuition qu'il enregistrerait quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Puis j'ai pris une grande inspiration, j'ai poussé la porte et je suis entré dans la cuisine. Il y avait 8 personnes rassemblées dans le coin près de la cuisine. Anna était assise sur le canapé avec John et Stéphanie. Suzanne et Barclay occupaient la causeuse. Alex avait pris l'un des fauteuils. Johan et Karen, les tantes d'Anna, étaient assises sur des chaises de salle à manger venues de la pièce voisine. La seule chaise restante était l'une des miennes, de mon bureau, délibérément placée à l'écart du groupe. Un message clair. Quand je suis entré, Anna a levé les yeux et a dit « Entre, Marc. Prends un siège. Nous passons en revue quelques points et nous aimerions avoir ton avis. » J'ai pensé, bien sûr, faisons comme si ce n'était pas une embuscade. J'ai ignoré le siège qu'il m'avait choisi et j'ai pris un tabouret de bar à la place. Je l'ai fait pivoter et j'ai fait face au groupe. Je ne changeais pas seulement la hauteur physique. Je changeais la dynamique. Être assis plus haut me donnait un certain contrôle, une certaine distance. Je n'ai pas parlé, je me suis contenté de fixer Anna, lui laissant voir exactement à quel point j'étais furieux. Ses joues ont rougi et elle a détourné le regard. J'ai lentement balayé la pièce du regard. John et Alex regardaient partout sauf moi. Stéphanie avait l'air suffisante, comme si elle avait déjà gagné. Barclay était assis là avec un sourire en coin, comme s'il pensait avoir le dessus. Suzanne. Elle souriait comme si elle avait attendu ce moment. L'air était lourd, épais d'une tension silencieuse, comme un orage sur le point d'éclater. Je suis resté silencieux. Je n'allais pas dire un seul mot jusqu'à ce que quelqu'un d'autre brise le silence. Je l'ai fait durer, je les ai obligés à rester assis dedans. Anna n'arrêtait pas de bouger, clairement mal à l'aise. Ses yeux papillonnaient dans toute la pièce, ne se posant jamais sur les miens. Elle savait ce que je pensais. Elle savait que je n'allais pas rester là à encaisser ce qu'il s'apprêtait à me jeter à la figure. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste gardé mon regard fixé sur elle, la regardant se tortiller sur son siège comme si bouger son corps pouvait d'une manière ou d'une autre changer la vérité. Mais elle n'allait nulle part. Pas de ça. Elle pouvait faire semblant toute la journée, mais elle était déjà en train de s'effondrer. Puis, bien sûr, c'est Stéphanie qui a rompu le silence. Elle avait l'air fière d'elle, comme si elle venait de gagner quelque chose. Nous avons trouvé une solution pour la situation de Suzanne, dit-elle avec un sourire suffisant, comme si nous étions tous sur la même longueur d'onde, comme si je n'étais pas à quelques secondes de faire voler cette mascarade en éclats. Je ne lui ai pas accordé un regard. Mes yeux sont restés sur Anna, qui refusait toujours de me regarder. Lâche. Mais finalement, elle n'a plus pu l'éviter. Ses yeux ont rencontré les miens, et sa voix tremblait en disant « Marc, tu sais que Suzanne ne peut pas avoir d'enfant. Nous avons déjà discuté de l'idée de la gestation pour autrui. C'est la meilleure voie à suivre. Maman pense que cela devrait rester au sein de la famille. Alors, j'ai proposé de porter le bébé. C'en était trop. Ma retenue a volé en éclats. Alors, ça se passe dans mon dos depuis combien de temps? Vous planifiez ça depuis des semaines et vous avez décidé que je n'avais pas besoin de savoir. Vous pensez que ça ne m'affecte pas, moi ou nos fils? Mes mots ont traversé la pièce comme le tonnerre. Vous avez eu ces conversations sans moi. Depuis quand décides-tu de notre avenir sans m'inclure? Ce n'est pas comme ça que cette famille fonctionne, Anna. Tu n'as pas le droit de m'effacer. Stéphanie, toujours prête avec son venin, est intervenue sans manquer un battement. Pourquoi fais-tu tout un plat, Marc? C'est pour la famille. Tu devrais soutenir ta femme. Contente-toi de te tenir à côté d'elle, de sourire, et d'être le mari dont elle a besoin. Je ne me suis pas tourné vers elle. Je me suis détourné de tout le monde et j'ai regardé directement Anna. Non, Stéphanie. Ce sont mes affaires. Cela a un impact sur nos enfants.
Que penses-tu qu'ils ressentiront quand leur mère disparaîtra dans une clinique pleine d'aiguilles et de piqûres d'hormones? Tu penses qu'ils ne le remarqueront pas? Tu penses que ça ne les perturbera pas? Tu penses que je ne serai pas affecté? Ma voix s'est faite plus basse. Vous n'avez aucune idée des dégâts que cela peut causer, et votre ignorance ne les fera pas disparaître. J'ai balayé la pièce du regard, puis, enfin, j'ai regardé tout le monde. Barclay avait toujours ce regard suffisant, comme s'il était dans le secret d'une blague. Suzanne bougeait maladroitement. Mon instinct hurlait. Quelque chose n'allait pas, qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, ma voix presque inaudible. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? C'est alors que Stéphanie a porté le vrai coup. Il n'y a pas de FIV impliqué, dit-elle doucement, comme si c'était la fin d'un conte de fées. Ce bébé sera fait par amour, pas par la science. À cet instant, tout est devenu clair. Ce n'était pas une question de médecine. C'était un coup monté, planifié, exécuté et caché de moi jusqu'à maintenant. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine, mon cœur battant comme un tambour. Vous avez perdu la tête, ai-je lâché. Vous pensiez pouvoir faire ça et que je ne le découvrirais pas? Vous pensiez que j'étais trop stupide pour ne pas le remarquer? Je me suis tourné vers Anna, la fureur bouillonnant dans mes yeux. Commence à parler. Elle a grimacé, clairement secouée. Elle n'était pas prête pour ce moment. Elle pensait avoir le dessus, mais il lui avait échappé. Il y a 2 mois, j'ai arrêté de prendre la pilule, a-t-elle murmuré. Mon cycle est arrivé il y a 3 semaines. Il est sur le point de recommencer. J'ovulerai dans 2 semaines, et Barclay va emménager. Nous concevrons, puis lui et Suzanne adopteront le bébé. Il sera biologiquement à eux. J'étais déjà sur mes pieds, les poings si serrés que mes jointures sont devenues blanches. Mon corps était en feu de rage. Avant que je puisse parler, Alex s'est approché de moi, posant une main sur mon épaule. J'ai essayé de la repousser, mais il ne voulait pas lâcher. Marc, ne perds pas ton calme. Ne rends pas les choses pires, dit-il, la voix calme. Je l'ai fusillé du regard. Pire? Tu penses que c'est moi le problème ici? Tu penses que quoi que ce soit que je fasse maintenant peut égaler ce qui a déjà été fait? Je n'ai pas attendu de réponse. Dehors, maintenant. J'ai balayé la pièce du regard. Stéphanie a essayé de répliquer. Marc, attends. Nous devons tous nous mettre d'accord. Je l'ai coupé sans hésitation. Non, ai-je dit, la voix sèche. Vous n'avez rien à décider. Pas ici. Pas chez moi. En ce moment, je veux que chacun d'entre vous sorte immédiatement. John était déjà debout, essayant de persuader Stéphanie de le suivre. J'ai craqué. John, ai-je dit, si ta femme n'est pas sortie par cette porte dans 10 secondes, je le jure sur tout. Je la traînerai dehors moi-même. Ce n'est pas une menace. C'est un fait. Stéphanie s'est figée, le visage vidé de sa couleur. Elle s'est tournée vers Anna, cherchant du soutien. Désespérée de reprendre le contrôle. Anna, peut-être qu'Alex devrait rester. Pour la protection, dit-elle, la voix tremblante. J'ai ri amèrement. Protection? Tu penses que je ferais du mal à ma femme? C'en est arrivé là. Mon ton était bas. Froid. Non, Stéphanie. Je ne vais pas poser un doigt sur elle. Mais si tu crois honnêtement que quoi que ce soit que vous ayez manigancé ce soir se terminera bien pour ce mariage. Si tu penses que je vais simplement accepter ce que vous avez fait, alors tu ne me connais pas du tout. Anna avait l'air d'un fantôme. Pâle, les yeux écarquillés, stupéfaite. Elle s'est tournée lentement vers sa mère, puis vers le reste d'entre eux. Maman, partez. Vous tous. Marc et moi devons parler seuls. Une fois la dernière porte refermée derrière eux, je me suis précipité dans mon bureau et je l'ai verrouillé. La première chose que j'ai faite a été d'extraire l'audio de mon enregistreur. Tout ce qu'ils avaient dit, je l'ai sauvegardé. Puis j'ai réinitialisé l'appareil pour le 2e round. Quelques instants plus tard, j'ai entendu Anna crier à travers la porte. Marc, je n'arrive pas à croire à quel point tu es puéril. Ce n'est pas comme ça que les adultes gèrent les conflits. Sors de là. Je suis resté assis là en silence. C'est elle qui m'a lâché cette bombe. Et maintenant, elle était en colère que je sois en colère. J'ai failli éclater de rire. Au garage,
notre système enregistre automatiquement chaque appel, chaque message, même les discussions WhatsApp. Cela fait partie de notre CRM. Ça nous a sauvés d'innombrables fois lorsque des clients contestaient des frais. Le téléphone d'Anna avait la même configuration d'enregistrement. Elle envoyait constamment des SMS et le système attrapait tout, même si cela était généralement classé comme spam. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai récupéré ces journaux et j'ai trouvé la mine d'or. Appels vocaux, SMS, toutes entre elles, Suzanne, Barclay et Stéphanie. Ils avaient même créé un groupe WhatsApp privé. Le nom, bébé. J'ai passé les messages au peigne fin, lentement, ligne par ligne. La conversation avait commencé il y a environ 3 mois, juste après que la gestation pour autrui ait été évoquée pour la première fois. Au départ, Anna a proposé de donner des ovules pour que quelqu'un d'autre porte l'enfant, mais cela s'est rapidement transformé en sa propre proposition de porter le bébé elle-même. Stéphanie a pris le contrôle presque immédiatement, dictant comment tout devait se dérouler. Barclay n'était pas loin derrière, lançant des opinions comme s'il était aux commandes. La partie la plus bizarre, Stéphanie était obsédée par l'idée que le bébé devait être conçu naturellement, convaincue que les enfants nés par FIV manquaient de profondeur émotionnelle. Il m'a fallu près d'1 heure pour traiter ce que j'avais lu. Pendant ce temps, j'ai contacté mon avocat et lui ai demandé le nom d'un bon avocat spécialisé en divorce. Quand j'ai finalement quitté mon bureau, j'ai trouvé Anna affalée dans un coin du salon, faisant tournoyer un verre de vin rouge comme si c'était juste une soirée comme les autres. Je m'étais un peu calmé, mais la tension brûlait encore sous ma peau. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, j'ai croisé les bras et je lui ai lancé la première question sans prendre de gants. Tu pensais vraiment que j'allais juste accepter ça? Son expression s'est durcie instantanément. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà convenu que c'était la meilleure façon d'aider Suzanne, et maintenant tu te comportes comme un enfant gâté, tu fais une crise et tu mets ma famille à la porte comme si c'était ta maison et seulement la tienne. J'ai ri, le genre de rire qui sort quand on est trop en colère pour parler clairement. Alors maintenant, c'est moi le méchant. Tu prévois de coucher avec quelqu'un d'autre et tu t'attends à ce que je prétende que c'est noble, que c'est pour aider ta sœur. Tu as perdu la tête, Anna. J'ai secoué la tête. Et n'oublie pas, c'est aussi ma maison. Manque-moi encore de respect ici, et je te promets que tu en verras les conséquences. Continue comme ça, et tu ne perdras pas seulement une dispute. Tu perdras ce mariage. Tu veux que je te l'épelle? Que je te fasse un dessin? J'étais en ébullition. Où sont les garçons? S'il te plaît, dis-moi que tu ne les as pas impliqués là-dedans. Ce mot, divorce, l'a frappée comme un coup de poing, mais elle ne s'est pas laissée abattre longtemps. Son regard s'est aiguisé et son ton est devenu venimeux. Si tu me quittes, tu le regretteras. Je te prendrai tout. La pension alimentaire pour les enfants, la pension alimentaire pour conjoint, la moitié d'Ashworth Auto, et je vendrai ma moitié à celui qui offrira le plus. L'entreprise que tu as construite, disparue. J'ai de nouveau ri, secouant la tête avec incrédulité. Tu crois que je vais laisser faire ça? Tu es vraiment aussi naïve? Tu penses que les conseils juridiques de Barclay valent quelque chose? Laisse-moi t'expliquer. Ces conseils sont nuls. Il ne te sauvera pas. Je lui prendrai sa licence d'avocat et je l'écraserai au tribunal. Je me suis approché, la voix froide. Cette maison, cette terre, c'était à moi avant même que tu n'apparaisses. Nous avons tous les deux signé un contrat de mariage. Tu n'as aucun droit dessus. Et je ne touche pas à ce que toi et ton père avez construit non plus. Tu veux avoir le bébé d'un autre homme et t'en servir comme levier? D'accord. Mais souviens-toi d'une chose. Pendant tes 2 grossesses, tu as failli mourir d'hypertension. C'est dans ton dossier médical. Si ça dégénère, je me battrai pour la garde exclusive, et je gagnerai. Je ne jouais plus. Laisse-moi être parfaitement clair. Tu ne tombes pas enceinte de quelqu'un d'autre tant que tu es encore ma femme. Je n'approuverai aucune procédure de fertilité, et franchement, je ne te fais plus confiance. Tu as orchestré tout ça pour que ça aille dans ton sens. Eh bien, maintenant c'est mon tour. Elle est devenue silencieuse, puis s'est raidie comme si elle essayait de reprendre le contrôle. Où sont les garçons? A-t-elle demandé, la voix tendue. Je veux les voir. La mention de nos fils a changé l'atmosphère pour une seconde. Son expression a vacillé avant qu'elle ne la lisse à nouveau. Ils sont chez les Patterson. Au numéro 30.
Je vais les chercher maintenant. Tu peux faire chauffer quelque chose pour le dîner? Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste hoché la tête et je suis allé au réfrigérateur. J'ai pris 2 pizzas surgelées et je les ai mises au four. Je n'étais pas d'humeur à cuisiner. J'ai passé le reste de la soirée dehors, à taper dans le ballon de foot avec les garçons dans le jardin, essayant de créer un semblant de normalité, mais rien ne semblait normal à l'intérieur. J'étais un volcan prêt à exploser. Les enfants étaient au lit à 21h30, épuisés d'avoir couru, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la tempête qui grondait dans ma poitrine. J'ai pris une bière dans le frigo et je suis retourné là où Anna s'était à nouveau installée, même chaise, même verre de vin, comme si elle n'avait pas juste fait exploser notre vie. Je me suis laissé tomber sur le canapé en face d'elle, j'ai décapsulé la bouteille et j'ai bu une longue gorgée. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous jusqu'à ce qu'il devienne suffocant. Puis j'ai coupé court, la voix sèche. Alors, tu pensais vraiment que j'allais juste accepter ça? Que j'allais te regarder monter au lit avec un autre homme pour que tu puisses donner un bébé à ta sœur et que ça ne me dérangerait pas? Que je dormirais seul pendant que tu joues la mère porteuse? Es-tu sérieusement aussi aveugle pour ne pas voir à quel point c'est dégradant? Son visage s'est affaissé un instant, mais elle l'a vite caché. Sa voix est sortie plus douce, comme si elle voulait que je la plaigne. Tu ne comprends pas, Marc. Je fais ça pour Suzanne. Elle est en train de s'effondrer. Maman n'autorisera pas la FIV, et ils ne peuvent pas se le permettre sans aide. Si je n'interviens pas, j'ai peur qu'elle se fasse du mal. Je ne pourrai pas vivre avec ça. Je l'ai regardé, incrédule. Alors maintenant, c'est du chantage affectif. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis censé me rendre parce que tu sauves ta sœur. Tu transformes la culpabilité en un outil, Anna. Ce n'est pas de la compassion. C'est du contrôle. J'ai rempli à nouveau mon verre, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Laisse-moi être absolument clair, ai-je dit, la voix plate. Toute cette idée de toi et Barclay ayant un bébé, ça n'arrivera pas. Si tu veux les soutenir, nous pouvons les aider financièrement. Si ta mère a un problème avec la FIV, tant pis. Mais j'ai déjà parlé à notre avocat et je suis en train de trouver quelqu'un qui s'occupe des divorces. C'est réel, Anna. Si tu vas jusqu'au bout, c'est fini. Nous perdons tout ce que nous avons construit. Tu seras comme elle, et je ne reste pas marié à ça. Elle est sortie de la pièce en sanglotant. Et quelques secondes plus tard, j'ai entendu la porte de la chambre claquer. Je ne savais pas si elle l'avait verrouillée, mais il était hors de question que je la rejoigne. L'idée qu'elle puisse essayer de me séduire pour que j'oublie tout ça me donnait la chair de poule. Je voulais qu'elle comprenne à quoi ressemblerait la vie sans moi. Je suis allé au bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai consulté son historique de messages. Il s'est avéré qu'elle et Suzanne avaient une discussion de groupe privé. Suzanne était en pleine spirale, désespérée, disant que c'était sa dernière chance et qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans un bébé. Anna leur a dit qu'elle travaillerait à me convaincre. Stéphanie est intervenue avec « Fais-le et excuse-toi plus tard ». Barclay a également participé. Il a dit qu'il ne pouvait pas risquer un divorce. Anna a répondu avec confiance, affirmant que le contrat de mariage laissait mon entreprise intacte. Barclay n'a eu aucune réplique. Puis un autre message est arrivé. Anna a dit qu'il cherchait déjà un avocat pour le divorce. J'ai vérifié ma boîte de réception. Tony, notre avocat d'entreprise, avait répondu. Son message m'a durement frappé. Waouh, a-t-il écrit. J'ai toujours pensé que vous étiez solide. Il m'a donné un nom, Liam Strong, et a dit qu'il m'enverrait une liste de contrôle de ce dont j'aurais besoin pour commencer. Peu de temps après, le message de Liam est arrivé, une courte introduction accompagnée d'une demande d'informations et de documents. Je savais qu'il était temps. J'ai ouvert un fichier Word vierge et j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais découvert au cours des derniers mois. J'ai collé les messages de groupe et j'ai joint le formulaire de consentement signé qu'Anna avait donné il y a des années, nous autorisant à surveiller ses communications pour la sécurité de l'entreprise. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai déplié le canapé-lit et je me suis effondré. Je me suis réveillé au son d'une poignée de porte qui cliquetait, suivie de coups forts et paniqués. La voix d'Anna a traversé le silence, empreinte d'urgence. Marc, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi n'es-tu pas venu te coucher? J'ai grogné et regardé l'horloge. 3h30 du matin. Je me suis levé lentement, m'efforçant de rester calme, et j'ai déverrouillé la porte.
Elle s'est ouverte en grinçant pour révéler Anna dans le couloir, portant une robe de chambre qui la couvrait à peine. Elle tombait lâchement, ne cachant clairement rien en dessous. Je l'ai regardée en silence. Pas comme un mari regarde sa femme, mais comme un homme regarde une étrangère qui se serait glissée chez lui. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je demandé enfin, la voix glaciale. Elle a essayé d'avoir l'air calme, mais ses épaules tendues la trahissaient. « Je t'attendais, dit-elle. Je pensais qu'on pourrait discuter. Je veux que tu saches qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. C'est ça. Bien sûr. La jalousie. Je n'ai pas laissé paraître que j'avais déjà lu tous les messages. Pas besoin de dévoiler mon jeu. Je suis resté froid. L'expression illisible. Anna, au fil des ans, tu as utilisé l'intimité pour obtenir ce que tu voulais. Des petites choses. Quelle voiture acheter, si nous prenons un animal de compagnie, des broutilles. Mais ça. J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas d'une voiture ou d'un stupide chien. C'est une trahison. Tu parles d'être avec quelqu'un d'autre et tu présentes ça comme un geste noble. Je ne tombe pas dans le panneau. Ses yeux ont vacillé juste une seconde. Elle ne s'attendait pas à ce que je réplique aussi durement. Je ne partage pas un lit avec une femme qui envisage sérieusement d'en partager un avec un autre homme, ai-je dit, la voix basse et ferme. Si tu penses que ça ne va pas complètement détruire ce que nous avons, tu te fais des illusions. Tu m'as montré exactement où je me situe dans tes priorités. J'ai croisé son regard. Et je refuse de rester avec quelqu'un qui ne me respecte même pas assez pour faire semblant de ne pas comploter dans mon dos. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Mais je n'avais pas fini. Il ne s'agit pas de jalousie, Anna. Il s'agit de dignité. Il s'agit d'être menti par la personne avec qui j'ai passé ma vie. Tu piétines mon amour-propre comme si ce n'était rien. Et tu veux savoir ce qui fait le plus mal ? C'est de savoir que je dois me regarder dans le miroir chaque matin et voir un homme qui est resté avec quelqu'un qui lui a menti en face. Sans attendre sa réponse, j'ai fermé la porte, éteint la lumière et je suis resté là dans le noir. Je pouvais voir la lumière du couloir s'infiltrer sous la porte. Elle était toujours là. Je pouvais l'entendre respirer. Quelques secondes plus tard, la lumière s'est éteinte. Le samedi matin est arrivé. Normalement, je n'aurais pas quitté la maison avant plus tard, mais aujourd'hui, j'étais dehors de bonne heure. J'ai pris un bagel au food truck et je suis allé directement au bureau. Je me suis fait un café et je me suis assis à mon bureau, repassant tout dans ma tête. Je me suis dit qu'Anna essaierait une nouvelle tactique. Sa petite tentative de « viens te coucher » de la nuit dernière, un classique. Elle essayait toujours la séduction quand elle voulait quelque chose. Avant, je cédais. Pas cette fois. Tenir bon me faisait vraiment du bien. Je me suis demandé si elle comprenait que ce n'était pas juste un désaccord. C'était différent. Elle pouvait prendre l'une des deux voies. Essayer de me flatter, jouer le rôle de la bonne épouse, me rappeler à quel point elle est une mère formidable, en espérant que j'oublierais la trahison. Ou elle pouvait devenir amère, me rendre la vie impossible si je ne coopérais pas. Je pariais sur l'approche douce, du moins pour l'instant. Et quand elle arriverait, je serais prêt avec l'opposé. Je suis resté au bureau jusqu'à environ 16h30, bien après que tout le monde soit parti. La vérité, c'est que je ne voulais pas rentrer à la maison. Le mariage me semblait brisé, comme un miroir que quelqu'un aurait fracassé avec une brique. Anna l'avait jeté, et peu importe le nombre de morceaux que nous essaierions de recoller, il ne serait jamais entier. Je me suis finalement traîné à la maison à 17h. Comme prévu, elle attendait dans la cuisine. Elle portait une robe d'été qui la moulait juste comme il faut. Son maquillage impeccable, son sourire doux et poli, comme si elle passait une audition pour le pardon. N'importe quel autre jour, je l'aurais peut-être embrassée sur le champ. Pas aujourd'hui. Je l'ai à peine regardée. Je suis passé devant elle et je suis allé directement dans la chambre d'amis pour me changer. 20 minutes plus tard, j'ai entendu sa voix depuis le couloir. « Marc, le dîner est prêt. » J'ai gardé mon sang-froid pour le bien des garçons, jouant le jeu, mais chaque sourire qu'Anna me donnait ressemblait à une performance, et je voulais qu'elle sache que je n'étais pas dupe. Elle nous a versé du vin à tous les deux, puis a apporté une assiette avec un thé-bonne, des frites et des champignons sautés. Le dîner classique du samedi, son offrande de paix habituelle. Je l'ai à peine regardé, me concentrant sur les garçons, parlant avec eux de tout et de rien,
surtout des choses qu'elle évitait toujours. Elle a essayé de changer de conversation plusieurs fois, mais je ne l'ai pas laissé faire. Les enfants n'ont pas perçu la tension, mais elle, si. Une fois que nous avons débarrassé nos assiettes, elle a essayé de glisser quelque chose avec désinvolture, comme si c'était juste la routine. Marc, pourquoi ne m'aides-tu pas avec la vaisselle? Laisse les garçons traîner un peu. Je me suis levé, déjà irrité. Mais quand elle est restée assise comme si elle n'avait pas juste jeté une grenade dans notre vie, ma patience s'est épuisée. De l'autre pièce, j'entendais les garçons se chamailler à propos de leur jeu vidéo. Et c'est laquelle l'a lâché. Marc, assieds-toi. Nous devons parler. Je me suis laissé tomber lourdement sur la chaise, les bras croisés, me préparant. Quoi encore, ai-je dit sèchement, m'attendant déjà à un désastre. Elle n'a pas pris de gants, m'a juste jeté un regard comme si c'était moi qui avais perdu la tête. Tu me le demandes sérieusement? Si tu ne vois pas ce qui se passe ici, alors nous sommes plus brisés que je ne le pensais. Elle s'est légèrement penchée. Laisse-moi te l'épeler. Tu envisages de laisser un autre homme me mettre enceinte pour le bébé de quelqu'un d'autre? Je l'ai fixé, laissant l'accusation flotter dans l'air. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas cligné des yeux. Mes mots sont sortis, nets et délibérés. Et tu penses que je vais rester les bras croisés et laisser faire ça? Tu penses vraiment que je suis assez stupide pour accepter ça comme un acte généreux? Tu appelles ça un service pour ta sœur, mais ce que tu fais en réalité, c'est me trahir et prétendre que c'est noble. Toute la chaleur factice qu'elle avait conservée a disparu. Son expression s'est durcie. Je fais ça pour Suzanne, a-t-elle lâché. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors peut-être que tu devrais juste partir. Divorce de moi. Elle pensait que je céderais. Elle pensait que je reculerais. Tu es prête à jeter notre mariage par la fenêtre pour ça? Ai-je demandé doucement. Alors ne sois pas surprise quand il s'effondrera. J'ai passé toute la journée à y penser. Vraiment penser. Tu sais à quelle conclusion je suis arrivé? Le mariage devrait être comme un reflet. Toi et moi, faisant face à la vie ensemble. Mais toi? Tu prends un marteau pour briser la glace. Chaque éclat coupe un peu plus profondément. Et peu importe la quantité de colle que nous utiliserons, ça n'aura jamais l'air entier à nouveau. Je me suis levé lentement, me penchant sur la table, la voix basse et inébranlable. Je ne bluffe pas. Tu veux les choisir plutôt que nous? Plutôt que moi et les garçons? Alors ne sois pas choqué quand il ne restera plus rien à ramasser. Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit de respect. Il s'agit de loyauté. Et tu as déjà fait ton choix. Alors, arrête de présenter ça comme quelque chose d'altruiste. Je l'ai laissée assise là et je suis allé directement dans la chambre des enfants. Ils étaient collés à leur jeu, et ça m'allait très bien. Je me suis assis entre eux, j'ai pris une manette et je me suis perdu dans Call of Duty. Pendant ce bref instant, le bruit dans ma tête s'est estompé, mais je sentais toujours les murs s'effondrer autour de moi. C'était déchirant, de savoir que quelque chose de si important m'échappait. Les jours ont passé, puis les semaines, mais rien n'a changé. Anna est entrée en mode performance totale. Belle épouse, mère dévouée, agissant comme si elle pouvait gagner mon pardon par des sourires et des repas bien cuisinés. Mais chaque fois qu'elle mentionnait à nouveau l'histoire du bébé, je la faisais taire. Je lui ai clairement fait comprendre qu'elle avait déjà dépassé les bornes. Et chaque fois qu'elle réessayait, tout ce qu'elle disait était « Fais-moi confiance, Marc. » Aucune chance. Puis un soir, Suzanne s'est jointe à nous pour le dîner. Ensuite, Anna m'a demandé de venir leur parler dans le coin du salon. Je savais ce que c'était. Dès qu'elle l'a dit, mon estomac s'est noué. Suzanne a commencé comme si elle était une travailleuse caritative en mission. Tout en émotion et en désespoir. Marc, j'ai besoin de ça. Un enfant est la pièce manquante de ma vie. Ce que Anna offre, c'est la chose la plus généreuse que quiconque ait jamais faite pour moi. S'il te plaît, ne peux-tu pas simplement ouvrir ton cœur? Je me suis tourné pour regarder Anna. Ses yeux dansaient partout sauf sur les miens. Je n'avais pas besoin d'entendre un mot de plus. L'embuscade était claire, mais je n'allais pas me faire avoir. Suzanne, ai-je dit fermement, il y a 1000 façons de devenir parent. Transformer ma femme en ta mère porteuse personnelle en couchant avec quelqu'un d'autre, ce n'en est pas une. Anna a inspiré brusquement à côté de moi.
Elle essayait de garder son calme, mais elle avait perdu le contrôle de la conversation, et elle le savait. Je comprends que la vie t'a malmené, ai-je poursuivi. Mais si tu demandes sérieusement à ma femme de me trahir pour ça, alors j'en ai fini. Si ce plan continue, notre mariage se termine. Es-tu vraiment d'accord avec ça? Tu es prête à faire exploser notre famille juste pour construire la tienne? Le visage de Suzanne s'est affaissé. Mais je n'avais pas terminé. Et disons que Barclay n'y arrive pas du premier coup. Alors quoi? Vous continuez round après round jusqu'à ce que quelque chose prenne? Il nous a fallu presque 1 an avec James et près de la moitié avec Martin. Ça ne sera pas magique. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à Anna. Elle s'est détournée, honteuse. Comme si elle espérait que je ne dirais pas ce que nous pensions tous. Et si un bébé ne suffit pas, ai-je demandé. Tu vas en demander un deuxième? Un troisième? Combien de fois t'attends-tu à ce qu'elle passe par là avant que ce soit assez? Tu essaies de construire une famille ou une collection? Suzanne est devenue rouge, mais Anna se contentait de fixer ses mains, triturant ses cuticules comme une adolescente prise en flagrant délit de mensonge. Je l'ai regardée, tout l'amour que j'avais pour elle se transformant en déception. Alors c'est ça ton but, ai-je dit froidement. Continuez jusqu'à ce que tu te sentes complète. Peu importe ce que ça nous coûte. Tu es vraiment devenue ta mère, et maintenant je le vois pour ce que c'est. Je me suis levé, la mâchoire serrée et les poings fermés. Suzanne et Anna se sont levées aussi. Des larmes coulaient déjà sur les joues de Suzanne, mais Anna. Sa garde est tombée et sa fureur s'est déchaînée. Marc, je ne pensais sérieusement pas que tu pouvais être aussi incroyablement ignorant. Nous t'avons donné toutes les chances d'agir comme un adulte, et tu refuses. Tu refuses, tout simplement. Peu importe. Je vais chez Suzanne et Barclay vendredi et je reste la semaine. Règle tes problèmes. Je n'ai pas bronché. Ma voix a tranché net à travers l'air lourd. Ne perds pas ton temps à revenir vendredi. Tu recevras les papiers du divorce dès ton arrivée et tes affaires seront emballées dans le garage, prêtes à partir. Au cours des 3 dernières semaines, j'avais rencontré Liam Strong. 6 rendez-vous au total. Le contrat de mariage me couvrait, protégeant à la fois mon entreprise et mon fonds fiduciaire. Je possédais la maison et le terrain avant notre mariage, donc seuls nos comptes et investissements conjoints devaient être partagés. Cela signifiait qu'elle repartirait avec environ 1,5 million de dollars. J'avais déjà séparé les comptes. Notre état est peut-être sans faute, mais il tient compte de la conduite déraisonnable. Entre les textos WhatsApp et l'audio de cette réunion, j'avais plus qu'assez de preuves qu'Anna avait franchi cette ligne. Ajoutez à cela son séjour à l'hôpital pendant la grossesse. La garde des garçons penchait déjà en ma faveur. En me dirigeant vers ma chambre, j'ai envoyé un SMS rapide à Liam. Elle va de l'avant. Il commence vendredi. Il m'a appelé tout de suite. Et, a-t-il commencé, puis il a plongé dans le vif du sujet. Tu sais exactement quel est leur plan de jeu, je lui ai donné les détails. Elle va chez eux vendredi après le travail. Elle reste tout le week-end et toute la semaine suivante. Compris, a-t-il répondu. Nous devons lui signifier les papiers dès qu'elle pointe vendredi. Ça lui donnera une dernière chance de reconsidérer, et ça jouera mieux au tribunal. Les juges veulent voir qu'elle a eu toutes les chances de se rétracter. Rien ne dit le choix final plus fort qu'une demande de divorce. La maison semblait gelée, comme si chaque mur s'était transformé en glace. Chaque pièce résonnait d'un silence assez épais pour vous étouffer. Après que les garçons aient été couchés, je sentais ses yeux constamment sur moi, mais je n'allais pas prétendre que tout était normal. Elle n'arrêtait pas d'essayer de se rapprocher, d'agir comme si les choses allaient bien, comme si nous n'avions pas atteint un point de rupture. À un moment donné, elle a même essayé de guider ma main vers sa taille comme si nous étions encore un couple aimant. Je me suis retiré à chaque fois. Puis elle a finalement parlé, sa voix douce et sucrée comme si elle s'attendait à ce que je fonde. Marc, c'est juste une semaine. Une semaine. Comment ça peut tout gâcher? Je me suis brusquement éloigné d'elle, je me suis levé, et j'ai laissé la fureur monter. Anna, ça change tout. Tu choisis quelqu'un d'autre plutôt que ton mari. Quand tu reviendras, tu ne seras plus la femme que j'ai épousée. Je ne pourrai jamais te regarder sans me souvenir de cette trahison. Tu penses que c'est juste une semaine? C'est à quel point tu es inconsciente. Si tu entres chez eux demain, ce mariage se termine. Pas de retour en arrière.
Son expression a vacillé, mais elle a soutenu mon regard, essayant de me convaincre qu'il restait encore quelque chose à sauver. Je ne t'abandonne pas, a-t-elle murmuré. J'aide ma sœur, c'est tout. J'ai eu un rire sec et sans joie. Non, tu t'éloignes de moi, de tes enfants. Tu fais passer leurs désirs avant nos besoins. Tu nous laisses tomber pendant une semaine entière comme si nous n'avions pas d'importance. Tu ne te soucies même pas de ce que je suis censé dire à nos fils. Et quand ça se saura, parce que ça se saura, alors quoi? Tu penses que les enfants n'en entendront pas parler? Que ça ne se répandra pas à l'école comme une traînée de poudre? Je me suis approché, ma voix devenant plus froide. Et ne pense pas une seconde que ça se termine si ça ne marche pas cette fois. Tu seras de retour le mois prochain et le suivant et celui d'après jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Et les gens parleront, Anna. Ils jugeront. Ils déformeront les choses. Et tu seras la seule à essayer d'expliquer comment tu as transformé ta vie en un désastre complet. La culpabilité a vacillé dans ses yeux. Mais je n'allais pas la laisser réécrire cette histoire. Tu m'as déjà tourné le dos, à notre famille. Pour que tu puisses rendre ta sœur heureuse, et ta mère aussi. Tu les as choisis, pas nous. Je me suis penché près d'elle, ma voix basse et tranchante. C'est ta dernière chance. Un moment pour voir vraiment ce que tu es sur le point de jeter. Continue sur cette voie. Très bien, mais ne viens pas pleurer plus tard. Tu seras celle qui a détruit cette famille. Je suis sorti. Elle n'a pas suivi tout de suite, mais je savais qu'elle le ferait. J'ai monté les escaliers sans me retourner et j'ai verrouillé la porte de la chambre. Secondes plus tard, des coups, d'abord doux, puis forts. Que veux-tu dire par inévitable? Qu'est-ce que tu vas faire? La panique perçait dans sa voix. J'ai entrouvert la porte juste assez pour la regarder dans les yeux. Je t'ai déjà dit ce qui allait arriver, ai-je dit, le ton sombre et final. Maintenant, tu choisis. Ta famille ou le plan égoïste de ta sœur. Fais ton choix, mais une fois qu'il est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Tu verras ce qui se passera, et ce ne sera pas gentil. Je n'ai pas attendu qu'elle dise quoi que ce soit. J'ai claqué la porte à son nez, le son résonnant dans la maison vide comme un coup de semonce. Il n'y avait pas de retour possible. Ni pour moi, ni pour elle. À 22 heures ce soir-là, j'étais déjà au lit. Finalement, j'ai pu avoir un vrai sommeil. Le premier sommeil réparateur que j'avais eu depuis le début de ce désastre. J'avais fait tout ce que je pouvais. Le reste, c'était à elle de voir. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, c'était à elle de le porter. Le lendemain matin, je ne me suis pas précipité comme d'habitude. À quoi bon? Je suis resté, j'ai préparé le petit déjeuner pour les garçons, essayant de jouer le rôle d'un père calme pendant que mon esprit tournait dans toutes les directions. Puis j'ai entendu sa voix. Anna est entrée dans la cuisine, traînant cette valise de voyage surdimensionnée derrière elle. Elle m'a lancé ce regard inquiet comme si elle s'attendait à ce que je lui demande si elle allait bien. Au lieu de ça, elle a glissé le sac dans la buanderie comme si je n'allais rien remarquer. Je n'ai même pas levé les yeux de la poêle. Alors, je suppose que la décision a été prise. Elle est allée fouiller dans le placard de l'entrée, parcourant les cintres jusqu'à ce qu'elle se fige. J'ai entendu sa respiration changer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de manger une dernière fois? Tu dis des choses bizarres ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Je lui ai gardé le dos tourné. Mon ton est resté calme mais ferme. Il n'y a pas de mystère, Anna. J'ai tout exposé. Tu as juste choisi de ne pas l'entendre. Tu penses vraiment que je suis aveugle à ce que tu fais? Je sais exactement où ça mène. Arrête de prétendre que je ne sais pas, elle a expiré comme si elle s'étudiait elle-même. Puis elle a laissé tomber le poids émotionnel. Je ne peux pas simplement abandonner Suzanne, Marc. Elle est en crise. Si je pars maintenant, ça pourrait la pousser à bout. Je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux, la mâchoire serrée. Ouais. Et notre famille. On est sur la touche depuis bien trop longtemps. Tu as fait ton choix et ce n'était pas nous. Ne reste pas là à faire comme si tu étais une héroïne noble. Tu ne le es pas. Tu ne penses qu'à toi. Je ne l'ai pas laissé répondre. J'ai appelé à l'étage. Les garçons, le petit déjeuner est servi. Puis j'ai attrapé mes clés sur le comptoir et je me suis dirigé vers la porte d'entrée comme si c'était juste un matin comme les autres.
À plus tard, ai-je marmonné en sortant, mais elle a attrapé mon poignet avant que je puisse partir. Sa voix s'est brisée. Tu ne vas même pas m'embrasser pour me dire au revoir? J'ai retiré ma main, le regard droit devant. Non, je ne voudrais pas enlever quelque chose à Barclay. Ma voix était sèche et froide, et je savais qu'elle ressentait chaque mot. Elle s'est mise à pleurer derrière moi, mais je n'ai pas bronché. Je suis sorti, j'ai claqué la porte derrière moi et j'ai laissé le silence engloutir ses sanglots. Puis j'ai entendu, la pire partie de toute. Sa voix, déchirée et tremblante, filtrant à travers la porte comme un fantôme. Marc, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça sans toi. Toute la journée, les appels ont afflué. Anna, Suzanne, même Stéphanie. Je n'ai répondu à aucun. Vers 16 heures, ma secrétaire a sonné. John est en ligne. Passez-le-moi, ai-je dit, en attendant. Marc, écoute, a commencé John. Nous savons tous les deux que ce n'est plus juste un drame. C'est une impasse. Anna pensait que tu céderais, mais tu as tenu bon. Maintenant, elle est coincée. Si elle recule, elle perd. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? J'ai laissé échapper un long soupir. Il n'y a rien à arranger, John. Si je la laisse aller jusqu'au bout, je ne me reconnaîtrai plus après. Je ne pourrai pas la regarder. Bon sang, je ne pourrais même pas la toucher. Elle aurait dû le savoir. Au fond d'elle, elle le savait. Mais elle a joué quand même. Et maintenant je pense que ce mariage est mort. Le fait que tu dises qu'elle ne peut pas reculer ne fait que le confirmer. Soit elle rentre à la maison ce soir, soit c'est fini. Il a fait une pause, puis a demandé, alors, quand elle dit que tu demandes le divorce. C'est réel. Ouais, c'est réel. Je lui ai dit que si elle n'arrêtait pas, je demanderais le divorce. Et je le pensais. Les papiers sont déjà prêts. Nous vivons dans un état sans faute. Elle ne peut pas l'arrêter même si elle supplie. John avait l'air fatigué. Vas-tu t'en tenir au contrat de mariage? Content que tu en parles, ai-je dit. Oui, je le ferai. Je n'essaie de tromper personne, mais je ne serai pas non plus trop généreux. La maison était à moi avant même que nous nous rencontrions. Mon entreprise reste protégée. Il y a eu un moment de silence. Puis John a admis, honnêtement, je ferai probablement la même chose à ta place. J'ai dit à Stéphanie que nous aurions dû intervenir plus tôt, mais elle pensait que tu céderais pour l'image. J'aurais dû insister davantage. Nous avons terminé l'appel avec des adieux polis, mais je savais que la prochaine fois que nous parlerions, ce ne serait pas si civil. J'ai décidé de rentrer tôt à la maison. Les garçons étaient chez Madame Neal, la voisine. J'avais besoin de temps pour m'adapter à ce à quoi la vie allait ressembler maintenant. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. C'était John. Sa voix était sèche. Marc, c'est fait. Elle a été signifiée aujourd'hui. Ouais, ai-je dit. Je t'avais dit que je le ferais. Maintenant, elle comprend que je ne bluffe pas. Le choix lui appartient. Moi et les enfants, ou Suzanne et Barclay. Le silence a persisté avant que John ne réponde. Elle est sous le choc. Stéphanie est furieuse. Et Suzanne, elle est tombée si bas que nous ne pouvons même plus lui parler. Tu sais à quoi j'ai dû faire face, John, ai-je dit. 3 semaines de ça. Ce n'est pas moi qui ai tout cassé. Je n'ai plus d'autre solution. Dis à Anna que quoi qu'il arrive ensuite, c'est de sa faute. Si elle veut rentrer à la maison, nous pouvons parler. Sinon, eh bien, alors je saurai où nous en sommes. J'ai mis fin à l'appel. Il n'y avait plus rien à dire. Je suis rentré en voiture, j'ai récupéré les garçons et j'ai commandé une pizza. Si Anna franchissait cette porte, le calme ne durerait pas. Nous avons dîné et j'ai chargé le lave-vaisselle juste au moment où j'ai entendu une voiture arriver dans l'allée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. John, Stéphanie et Anna sortaient. Je me suis tourné vers les garçons. Montez et allez sur vos ordinateurs, d'accord? Ils ont hoché la tête et sont montés. Je suis entré dans la chambre, un endroit que je détestais maintenant. Trop de vilains souvenirs coincés dans ces murs. C'est à ce moment-là que Stéphanie est entrée comme une tornade. Son visage était tordu de fureur, son énergie du feu pur. John la suivait de près, essayant de la ralentir. Stéphanie,
nous sommes ici pour aider. N'aggrave pas les choses, a dit John, saisissant son bras dans une faible tentative de la maîtriser. Elle a retiré son bras et s'est retournée, les yeux flamboyants. Pire? Tu penses que ça pourrait être pire, John? Se détruit nos chances d'avoir des petits-enfants. J'en ai fini avec ce cirque. Il déchire la famille, et je ne resterai pas les bras croisés à regarder. J'ai vu la mâchoire de John se serrer, et il était clair que même lui était à bout de patience. Il lui a lancé un regard acéré. Et bien qu'elle ait reculé légèrement, elle a continué à lancer sa colère comme des poignards. Puis Anna est entrée dans la pièce derrière eux. C'est pas lent et lourd comme quelqu'un se dirigeant vers sa propre sentence. Ses doigts serraient une enveloppe brune et son visage était marbré et à vif d'avoir pleuré. Elle s'est affalée sur le canapé sans dire un mot. Son regard fixé sur le sol. Je suis resté dans mon fauteuil de l'autre côté de la pièce, regardant droit devant moi. John a poussé Stéphanie sur une chaise près de la table et a marmonné quelque chose à propos de café, mais je n'ai pas pris la peine d'écouter. Ma concentration était verrouillée sur Anna. Finalement, elle a rencontré mes yeux, sa voix tremblante. Est-ce vraiment ta réponse finale? Je n'ai pas bougé d'un muscle. Ouais, c'est ça. Sa voix a vacillé. Il n'y a pas de place pour la discussion. Aucune, ai-je répondu sans pause. Elle a hésité, puis a demandé, pouvons-nous au moins envisager la FIV? Pouvons-nous parler de cette option? Cela m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac et j'ai combattu l'envie de vomir. Anna, nous avons eu exactement cette conversation il y a 3 semaines, mais tu ne voulais pas l'entendre. Tu pensais pouvoir avancer dans mon dos et que j'accepterais. Eh bien, maintenant c'est trop tard. Tu veux donner des ovules? Engager une mère porteuse? D'accord. Je paierai pour ça. Mais tu ne porteras pas ce bébé toi-même. Pas après ce que tu m'as fait. J'ai remarqué que Stéphanie se préparait à dire quelque chose. Mais John est intervenu, posant une main sur son épaule et lui lançant le regard qui signifiait « Laisse tomber », a-t-il dit doucement. Ce n'est pas ton combat. Laisse-les s'en occuper. Les larmes ont de nouveau rempli les yeux d'Anna, débordant alors qu'elle me fixait, suppliante. Mais je n'étais plus le méchant. Elle s'en était assurée. Je n'allais pas être son bouc émissaire. Elle a tamponné son visage avec sa manche et a murmuré « Je ne veux pas divorcer, Marc. Je t'aime encore. Dis-moi ce que je peux faire pour arranger ça. » Je me suis penché en arrière et j'ai expiré lentement. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça puisse être arrangé. Il y a eu trop de dégâts, trop de secrets, trop de manque de respect. Mais si tu es sérieuse, la première étape est de couper les ponts avec Suzanne. Me mettre à l'écart comme si je n'avais pas d'importance. Ça s'arrête maintenant. Si tu vas de l'avant en étant sa mère porteuse, c'est fini. Je demanderai le divorce sans un mot de plus. Elle avait l'air anéantie, mais j'ai continué. Deuxièmement, nous reconstruisons ce qui reste. S'il reste quelque chose. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions comme ça seule et d'attendre le pardon sans le mériter. Je t'ai laissé de l'espace pour être ta propre personne, mais tu as pris ça et tu as fait n'importe quoi. Une femme qui respecte vraiment son mari ne le prend pas par surprise comme ça. Une femme qui comprend le mariage n'aurait jamais franchi cette ligne. J'ai laissé ces mots s'installer, froids et délibérés. Nous pourrions essayer de réparer ce qui a été brisé, mais je ne sais même plus si c'est possible. Elle a grimacé. Sa voix tremblait maintenant, les mots mêlés d'effroi. Tu as dit un jour qu'un miroir brisé peut être réparé, mais que les fissures restent toujours. Est-ce que ce sera comme ça entre nous maintenant? Sommes-nous vraiment si loin? Je l'ai regardé droit dans les yeux, inébranlable. Ouais, je pense que oui. Ce fut la goutte d'eau pour Stéphanie. Son expression s'est tordue en pure fureur. Sa voix est sortie, aussi tranchante qu'un couteau. Et Suzanne? Tu détruis sa seule chance de maternité. Comment peux-tu être aussi incroyablement froid? Toujours en regardant Anna, j'ai répondu calmement. Voici l'accord. Tu peux aller à la clinique, faire prélever tes ovules, les faire féconder avec la contribution de Barclay et les implanter chez une mère porteuse. C'est un processus standard, mais je n'ai pas fini. Une fois les ovules prélevés, j'attends de toi que tu te fasses ligaturer les trompes. La couleur a quitté le visage d'Anna. Elle savait que ça allait arriver, mais l'entendre à voix haute était un autre coup dur. Sa voix s'est brisée,
suppliante, Marc, s'il te plaît, ne me fais pas faire ça. J'ai secoué la tête, dégoûté. Tu ne comprends vraiment pas. Tu continues d'utiliser ton corps comme un pion dans un jeu émotionnel, pensant que tu peux continuer à agir dans mon dos. C'est le seul moyen pour moi de savoir que tu ne referas pas quelque chose comme ça. J'en ai assez d'être celui qui se fait avoir. Elle a sangloté plus fort, mais je n'ai pas bougé. Je n'étais pas son bateau de sauvetage. Je n'allais pas la laisser s'en tirer sans conséquence. Stéphanie s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tu es sans cœur. Tu le sais ça? Je n'ai pas bronché. Je me suis tourné lentement et j'ai dit avec un sourire en coin, j'ai appris des meilleurs, Stéphanie. Finalement, Anna a cédé. Elle a accepté la stérilisation si j'abandonnais le divorce. Nous avons conclu un accord. Je mettrai la procédure en pause, et une fois qu'elle aurait subi l'intervention, j'annulerai officiellement la demande. 1 mois plus tard, nous sommes entrés dans la clinique de FIV. Ils ont trouvé une mère porteuse pour Suzanne et Barclay, et John et moi lui avons chacun payé 10 000 $. Le prélèvement s'est bien déroulé, juste quelques effets secondaires mineurs pour Anna. Une semaine plus tard, elle a subi l'intervention, et je suis allé au tribunal pour retirer les papiers du divorce, que le juge a signé sans problème. Tout semblait à nouveau normal, mais l'étincelle dans notre mariage s'était éteinte. La proximité physique s'est estompée. Nous nous asseyions dans des fauteuils différents chaque soir, regardant à moitié la télévision en silence. Environ 4 semaines après le prélèvement, la mère porteuse a été implantée avec 2 embryons fécondés. Elle a fait une fausse couche au 3e mois. Aucun embryon viable ne restait, et Anna n'était pas en mesure d'en produire d'autres. Anna a cessé d'organiser des événements familiaux. Je me suis assuré d'éviter les autres aussi. Nous n'étions que 2 adultes élevant des enfants sous un même toit avec un document légal disant que nous étions mariés. Mais pas d'amour, pas de confiance, juste de la distance. Tout ce que j'avais prédit s'est réalisé. Anna avait créé une situation sans issue. Et à la fin, elle s'est effondrée exactement comme je l'avais dit. Pendant une décennie, Anna et moi avons construit nos vies autour des garçons, des entraînements, des fonctions scolaires, tout ça. J'étais présent à chaque fois, et elle aussi. De l'extérieur, nous avions l'air de la famille parfaite, mais derrière les portes closes, les choses étaient différentes. Bien sûr, nous partagions un lit, et nous étions physiquement intimes aussi, peut-être 3 fois par semaine, mais il n'y avait aucune passion derrière. Nous nous assurions que l'autre était satisfait, puis nous nous tournions le dos et nous nous endormions comme des étrangers. Quand Martin a eu 16 ans, il a lancé sa propre entreprise d'application et a commencé à gagner de l'argent réel. À 20 ans, une entreprise de technologie de San José lui a proposé de le racheter pour 7 chiffres et de l'embaucher avec un salaire à 6 chiffres. Il a dit oui et nous l'avons accompagné pour repérer la région. Il a fini par louer un logement dans un quartier fermé juste à côté de l'autoroute. James, maintenant âgé de 22 ans, venait d'épouser sa petite amie de l'université. Ils travaillaient tous les deux dans la comptabilité pour John et louaient une maison modeste. L'achat était hors de portée avec la hausse des prix de l'immobilier. J'ai donc créé un fonds fiduciaire pour les aider à en acheter une un jour. Avec les 2 enfants partis, la maison semblait vide, et nous aussi. Aucun de nous ne semblait plus intéressé à parler. 2 semaines après le mariage de James, Anna m'a demandé de rentrer tôt. Quand je suis entré, elle était déjà assise à la table de la cuisine, une valise à côté d'elle. Elle avait les larmes aux yeux, mais parlait clairement. Marc, soyons honnêtes. Ça fait longtemps que ça dure. Nous avons cessé d'être un vrai couple il y a 10 ans. Nous avons juste dérivé, en prétendant que tout allait bien. Mais il est temps de faire face à la vérité. Ce mariage est terminé. Quoi que nous fassions, les dégâts sont faits, a-t-elle poursuivi. Je vais de l'avant avec le divorce. C'est le même plan qu'avant. Les coordonnées de mon avocat sont dans l'enveloppe. Restons simples. Je ne pouvais pas argumenter. Nous vivions des vies séparées depuis des années. Elle avait ses finances et j'avais les miennes. Tout avait déjà été mentalement divisé. Ce n'était pas soudain. Les roues tournaient depuis un moment. Une fois que l'élan est pris, il n'y a pas moyen de l'arrêter. J'ai hoché la tête. C'est probablement pour le mieux. Dis-moi juste qui contacter et je m'assurerai que ce soit fait. Anna s'est levée, s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Premier signe d'affection en des années.
Elle a dit doucement, j'ai fait mes valises pour la semaine. Je prévois de louer un logement près de James, dans la même rue. Je te ferai savoir une fois que je serai installé et que quelqu'un pourra passer récupérer le reste de mes affaires. Ça te dérange si je prends quelques meubles? A-t-elle demandé. Pas de problème, lui ai-je dit. Laisse-moi juste quelques chaises et un endroit pour dormir. Elle a gloussé. Je doute qu'une grande partie rentre dans mon nouvel endroit. Puis elle a dit, au revoir, Marc. Et elle est partie pour la dernière fois. J'ai ressenti un pincement de tristesse, mais surtout un sentiment de soulagement. Nous n'étions plus vraiment un couple depuis des lustres, et cela ressemblait juste à la fermeture d'un chapitre qui aurait dû l'être depuis longtemps. J'ai appelé Liam, et il a accepté de s'occuper à nouveau du divorce. Le juge a suggéré une thérapie, mais nous avons tous les deux refusé. Le tribunal a approuvé la séparation, et 90 jours plus tard, elle a été finalisée, exactement comme Anna l'avait demandé. Peu de temps avant que le divorce ne devienne officiel, James a annoncé qu'ils attendaient un bébé. Il ne venait pas beaucoup, alors j'ai commencé à prendre des mesures audacieuses. Premier ordre du jour, vendre l'entreprise. Je l'ai mise en vente, et l'un de mes principaux concurrents a fait une offre de 30 millions de dollars. J'ai accepté l'affaire. Pour n'importe qui d'autre, l'entreprise n'aurait pas valu autant, mais pour mon rival, c'était stratégique. Après la vente, j'ai donné les clés de la maison à James et j'ai déménagé dans une petite ville de la Napa Valley. L'endroit était si petit qu'il n'y avait même pas de mécanicien. J'ai donc ouvert mon propre garage. Juste moi, faisant mon truc, à mon rythme. Encore mieux, Martin pouvait travailler à distance la plupart du temps, alors il a emménagé avec moi. Nous avons transformé le sous-sol en bureau à domicile. Je continuais à faire des allers-retours pour visiter notre ancienne ville. James était toujours amer à propos de la séparation, mais il accueillait ma présence dans la vie de la petite Jane. J'aimais lui rendre visite. Quelques années après sa naissance, j'ai croisé Anna lors d'une de mes visites. Elle avait commencé à sortir avec un médecin, l'un de ses clients de longue date. Je lui ai souhaité le meilleur. Plus tard, je suis allé à une soirée dans ma nouvelle ville, invité par mon comptable. Ce soir-là, j'ai rencontré Ruby, une conceptrice de site web d'une trentaine d'années. Le groupe a prévu une réunion décontractée le lendemain soir, et alors que nous partions, Ruby a souri et a dit, « Tu as intérêt à venir demain. » J'ai souri en retour. « Est-ce que ça vaut le coup ou c'est une perte de temps ?» Elle a ri. Celui-ci, il en vaudra la peine. Promis. Ruby avait 20 ans de moins que moi, mais j'étais complètement sous son charme. Nous ne nous sommes jamais mariés, mais après ça, je n'ai plus jamais manqué de compagnie. Après la fausse couche de Suzanne, elle était anéantie. Elle a commencé une thérapie, a quitté son emploi et est retournée à l'école pour devenir enseignante spécialisée. Une fois diplômée, elle a trouvé un emploi auprès d'enfants ayant des besoins spéciaux et y a découvert un véritable but. Sa dépression s'est dissipée et elle a fini par voir le fait de ne pas avoir d'enfants comme la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Barclay, d'un autre côté, a déraillé. Suzanne l'a surpris en train d'essayer de mettre une mère porteuse enceinte de manière naturelle, et il y est parvenu. Il a épousé la femme, et ils ont eu 3 enfants. Mais lors de leur divorce, il a découvert qu'elle l'avait trompé, et seul le premier enfant était biologiquement le sien. Les 2 autres, pas les siens. Comme il avait signé leurs actes de naissance, et que personne ne pouvait retrouver les vrais pères, la pension alimentaire a été annulée. Maintenant, il vit dans un quartier louche, faisant principalement du travail en freelance pour des gens du même quartier. Son ex a monté les enfants contre lui, et maintenant ils ne veulent même plus lui parler. Je parierais n'importe quoi qu'il regrette d'avoir eu des enfants maintenant.